C'est notre dernière session, je vous le promets. C'est un défi sociétal, également en matière de business, c'est l'intelligence artificielle. On va travailler avec notre prochain intervenant, avec Emily, qui travaille au sein de la BV Family. Alors on y va. On va commencer effectivement avec Daron Acemoglu. Alors moi, je pense que Daron Acemoglu, dans les années à venir, sera le prix Nobel d'économique. Ah, ça, c'est une belle prédiction. On va voir, on va voir. Hi everyone, I am delighted to open our Human Advantage session focusing on artificial intelligence with Professor Daron Acemoglu, whom I will introduce before I hand over the floor to my colleague Emily Boots, the BVA Family Chief Innovation Officer. We will continue our conversation. Daron Acemoglu is an institute professor at MIT. He is one of the most cited economists in the world. He is the author of 5 books, including New York Times bestseller Why Nation Fell. This book, which was really for me a wow moment, co-authored with James A. Robinson, Introduction to Modern Economic Growth and The Narrow Corridor. This book, which is also a wonderful book, co-author with James A. Robinson too. His new book, Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity, again co-authored with another great professor and researcher, Simon Johnson, has been published very recently. I think it was in May 2023. It will be, this book, at the center of our conversation today. Welcome, Professor Acemoglu. We are honored and very excited to have you at the Human Advantage Conference and to have the great opportunity to talk with you about technology and more specifically artificial intelligence and prosperity. Thank you very much, Eric. It's my pleasure to be with you and with Emily on the Human Advantage conversation. Thank you. Thank you. Well, thank you, Eric, for this short introduction. I will try to follow. So today, Professor Acemoglu, as Eric mentioned, we're going to be discussing artificial intelligence. But before we do that, I would like to talk about your book, Power and Progress, which I hope my audience has read or will be reading shortly. And basically, I would like to talk about the overall thesis underlying your book. You talk about the technology, and you talk about the fact that technological advancements and progress doesn't always translate into shared prosperity. You, and I quote, said, 1,000 years of history and contemporary evidence make one thing very clear. There is nothing about new technology bringing widespread prosperity. Can you please elaborate and tell us more about what you meant by saying that? Well, that sentence in some sense is one of the key pillars of the book. And part of the reason why we emphasize it so much is because it goes against some commonly held views. And I think it's important to revisit these views that have been so influential both in the academic world and in the policy world. At some level, it's very obvious for us to be enthused about technology. It is the apex of human creativity, but even more so, if you look at how we live today, especially in the industrialized world, but in many parts of the world today, we are so much more comfortable, healthy, and prosperous relative to people who were alive 300 years ago. And a big part of that is enabled by technological changes that started with the Industrial Revolution in
the UK sometime around the middle of the 18th century. So it is easy to jump to the conclusion that technological change has been a very powerful engine of prosperity, not just for a few people, but for a very large segment of the world's population. And in some sense, we don't dispute that this process has happened in the case of the Industrial Revolution. But what we argue in the book is that there was nothing automatic about that. And both the history of the Industrial Revolution and other historical episodes illustrate that it wasn't an inexorable automatic process that went from technological changes to broad-based prosperity, but only an outcome of a very specific struggle and specific choices that were made as a result of that struggle. When those choices were not made, there are plenty of examples of major technological transitions in which nothing approaching shared prosperity was obtained. So it's very important for us to revisit that history and learn lessons from that history when we are on the verge of another transformative epochal technological transitions with artificial intelligence. Right. And so you say that, so it's not automatic and that specific conditions must be met. Can you tell us what those conditions might be? Right. I think that is the key. And let me tell you that indirectly by talking about two examples in which, at least for quite a while, those conditions were not made, or at least some of the conditions were not met. And we don't see the shared prosperity. One is the cotton gin, which transformed agriculture, especially cotton growing, in the south of the United States at the beginning of the 19th century, and end of the 18th century, beginning of the 19th century. And the cotton gin was a truly transformative technological innovation because it made it possible to grow cotton and process cotton in the U.S. South, turning that part of the country into a very prosperous economy and making the United States the largest exporter of cotton in the world, which, of course, was the major commodity for the early stages of the British Industrial Revolution. So with such a transformative technology that created a whole sub-economy and made many, many people very prosperous, you might expect that you're going to have the sort of forces that are going to generate shared prosperity, in particular, for example, increase wages, improve the working conditions of workers so that the gain from this new crop or new for the South crop are going to be spread across a large part of the population. Nothing of the sort happened. And in fact, the people who were growing cotton in cotton plantations, the enslaved people, ended up quite a bit worse off. And why is that? It's not that difficult to understand. They weren't in an equal relationship. It was slavery, and all the power was in the hands of plantation owners and people who controlled means of coercion. And when they wanted these workers to work harder and to move to the deep South where the cotton plantations were going to be, they didn't have to give them financial incentives and share the gains. They just coerced them. So an institutional setup in which the relationship between capital and labor is on an equal footing, I think, is a very important part of shared prosperity. When it doesn't happen, shared prosperity is much less likely to transpire. We also see another pillar, as well as this one, in the early stages of the British Industrial Revolution. I said earlier that, yes, we are all so lucky to have been born 300 years after the beginning of the British Industrial Revolution, but the workers who were born 50 years or 80 years after the beginning of the British Industrial Revolution weren't so lucky. So the evidence that we have at the moment is that it took about 100 years for any benefits for the workers in
general to be realized. And in fact, much of the economic and social conditions of the working class in Britain got much worse. Their working conditions worsened, with much greater discipline, much less healthy work environment. Their working hours expanded. There's no evidence that their real incomes increased, and their health significantly deteriorated. And if you look at the reasons for that, it comes down to, again, to the sort of the conditions for making sure that wages increase and working conditions for workers increase. One aspect of that was, again, not as bad as the enslaved people in the U.S. South, but workers did not have representation. There was no democracy, no organized labor. But a second critical component you can also see in this episode is that a lot of the early technologies were of the automation type. They substituted new machinery for the labor of skilled artisans, of the labor of specific worker groups. That improved productivity, but it didn't increase the demand for labor in general. So overall, there was no reason for wages to be pushed up. So those two pillars you see again and again in historical episodes and today. You need technologies to improve the conditions, the contribution of workers to the production process so that firms actually have a reason to want more labor and pay more to labor. And you also need some sort of institutional balance so that when workers' contribution to production process increases, they can get higher compensation and they can get better working conditions. So those are the two key pillars. And in the age of AI, in the age of digital technology, they are no less relevant than they were at the beginning of the British. And do you have, on the other end, do you have any example of some new technology that actually led to shared prosperity, so that we can? Right. I mean, I think the best example is just to fast forward in the case of the British Industrial Revolution to the 1850s. And then you see an even faster process of new technologies now with railways, more advanced heavy manufacturing in chemical, steel industry, and a variety of other new industries going on rapidly. But in the second half of the 19th century, two things were critically different in Britain. One was that many of these new technologies were not just automating work, but also introducing new functions, tasks, and capabilities for workers. Worker autonomy was very important. Worker responsibility was very important. For example, in railways, skilled workers have to be trained and employed in positions of responsibility. And at the same time, Britain was starting a process of major institutional change. The democracy movement got stronger in the second half of the 19th century. Trade unions that were prosecuted quite heavily finally were recognized and started negotiating for work conditions and wages for workers. So both of these pillars started coming together, and you see in the second half of the 19th century in the UK as well as in the US, both then and later, these two pillars are creating a very powerful force towards shared prosperity. Interesting. So when you talk about a matter of choice, you talk about a matter of choice within the institutions and politically, I guess? Yeah, I think choice here is absolutely critical. And I think one of the basic arguments of the book, as you have already emphasized, is against a blind techno-optimism. It's not that technology inexorably and by its own accord going to bring shared prosperity without having to do anything. And the second part of this argument is very much about choice, how we're going to choose institutions that guide who gains and who loses, and how we're going to choose the direction of technology. So the rhetoric that you get, for example, from the powerful leaders of Silicon Valley is, A, you have nothing to worry about. Technology is going to bring untold benefits. And B, we don't really have to worry about the choices about technology because, there is a already clear path of future technologies towards artificial intelligence, towards medical innovations, etc. And we just have to pursue these. All we need to do is empower, brilliant scientists and engineers to accentuate
argues those choices are critical. When you make your choices in a way that, for example, just automates work, this is not going to create shared prosperity. When you make your technology choices as well as your institutional choices in a way that disempowers workers, that's not going to create shared prosperity. And even worse, if you make your technology choices in domains such as artificial intelligence to disempower citizens, it's going to destroy democracy as well. So the choices are actually much more important than any type of preordained view of the future of technology. Very interesting. So it's actually a really good segue in terms of what I wanted to ask you. So I want to talk about AI because it's, of course, very relevant. It's currently happening and we know it's accelerating. I'd like to hear what your perspective is on how AI is currently developed. You mentioned, and I quote, a vision of almost inexorable benefits from new technology, including intelligent machines led by talented entrepreneurs, is an illusion, the AI illusion. I'm guessing this is your vision. Why do you think AI is not currently developed in a positive way to create that shared prosperity? Thank you very much, Emily. So let me sort of build on my previous answer. Exactly the same ideas that I expressed in the context of the Industrial Revolution, applied to AI mean that it's going to be critical how we use AI. And to make it stark and simple, imagine that we can use it in one polar way, which is going to be very anti-human, reduce the responsibilities of workers and citizens, make them less essential to the production process, disempower them, or we can use them in a more human direction, where we use AI as a platform for making workers more responsible, more informed, better decision makers, more critical to the production process, more productive in the tasks that they perform, generate new tasks, and also provide a kind of information and platforms for people to be more positively engaged in the political dialogue. So I think, of course, reality is somewhere in between often, but these two polar sort of ways of thinking about the future of AI, I think, are useful. And I think my concerns stem from the fact that previous waves of very important digital technologies have been used much more for automation and disempowering workers and citizens. And early forms of AI were going in the same direction. And there are really two very important reasons for this. One is because in the current institutional environment and with the current priorities of businesses in the industrialized world, especially in the United States, the biases of businesses is towards automation. They want to reduce labor costs. They are feeling pressure from foreign competition. Many of the managers don't want to deal with powerful unions. All of these amount to a bias towards automation in large companies. And then, that creates a demand for more automation-like tools from AI. But I also argue, Simon and I also argue in the book, that there is also an ideology or a vision coming from the tech industry that pushes the future of technology in this automation direction. And to understand that, I think the best way of thinking about it is to go back to the original inception of AI as a academic discipline or as a set of ideas, which go back to, for example, the work of the brilliant British mathematician Alan Turing, who made important mathematical breakthroughs, but also articulated a vision of the future of computing or computing machines that emphasize autonomous machine intelligence, meaning that the apex of where these machines could go is that they could be just like humans. They could be autonomous without humans telling them what to do, and intelligence meaning having higher capabilities. And this is, for example, famously encapsulated in his imitation game, or that's what became known as the Turing test, when you cannot even tell apart whether the person you're talking to is a machine or a human. So if that is the path of artificial intelligence, or that is the path of digital technologies, it is natural that they will be used more and more for automation because they're getting better and better and they're getting as good as humans. And this is also the
idea of reaching human parity, which is an organizing framework for many scientists and engineers in the tech industry. But what we argue in the book is that there has always been an alternative vision. For example, in the case of artificial intelligence captured by people such as Norbert Wiener, Douglas Engelbart, and so on, who were emphasizing both the fact that machines and humans cooperating together and communicating together in the right way can be much more powerful. And also that the main purpose of digital machinery should be improve human capabilities, what we call in the book machine usefulness instead of the machine intelligence. And do you think there's still time to redirect, I guess, the development of AI and more generally about technology in general in a way that would create more shared prosperity? Do you have any ideas on how we could alter the narrative and change the norms? Just curious on what your take is on that. Well, I hope our book has a new take on both the history of technology and the current technology. But other than that new take, I think what distinguishes our book from other sort of writings that are concerned about the current direction is that we are not saying doomsday is coming inevitably. We are emphasizing choice. So then your question is completely apt. How likely is that choice to be made? How feasible is it to be made? And I guess I would give that a slightly nuanced answer. I would say that technically we are not too late at all. But whether we are too late politically and socially, that remains to be seen. So what do I mean by technically? Well, actually, because I am completely unconvinced that the advances in AI so far are anything approaching artificial general intelligence or truly capable models, we are very much at the beginning of the very important choices that we're making in AI. For example, generative AI, which is the general umbrella under which, for example, large language models such as ChatGPT fall, that's very much in its infancy. I think it has much greater capabilities than the pre-generative AI. But we are very much at the beginning, and I think what makes generative AI exciting and important is that actually it can be used in a very pro-human direction. Actually, if you design them right and use them right, things like large language models could be great aids to humans to make better decisions, get better information filtration so that you know what's reliable, what's not reliable, and so on. And they can create an enormous number of new tasks and new responsibilities for you. That is a technically feasible direction, and we're definitely not too late, not even at the beginning of that process. On the other hand, there are social and political things that make us somewhat more difficult to have a course correction. For example, if you take the industry, it is currently dominated by two big players, OpenAI, Microsoft partnership, and Google. And neither of those two partnerships are going in this direction. Perhaps Microsoft a little bit more has some emphasis in using things like Copilot, but I think the main ways in which they're going to try to monetize generative AI advances is going to be very much like on digital ads, and that's why incorporating the search engine has been so important. And then they are also hoping major advances in automation. Politically, we need a much more robust regulatory system, and that's not where we are. And I think a precursor to all of the important changes that we think need to take place is that we also, as a society, global society, we need to have a different narrative about technology. And that's what our book is hoping to contribute to. We want to change the emphasis from techno-optimism or preordained path of technology, or one in which amazing geniuses are leading technology to all of to the benefit of all of us. We need one in which we actually acknowledge the choices, the distributional effects, the potential negatives, and start having a conversation about how we make the right choices with the right regulatory environment, institutional environment, the right set of voice from many different segments of society, not just the tech sector, not just the CEOs of the largest corporations, but, for example, workers who are going to be influenced by this
non-governmental organizations who are going to be influenced by this, consumers, civil society. So I think that general narrative, if it happens, would be a very, very important step towards making such a course correction. Right. And so how do you develop new policy solutions? What would they be? So the way that we argue in the book is that it really has three pillars. And the first one I just mentioned is change in narrative. I think that's the critical one. But a change in narrative is not enough if you don't have the means of turning that into a reality. And I think institutional changes that empower broader segments of society is key. So here, for example, symbolically, who has voice about the future of AI? Well, the people who went to talk to U.S. senators a couple of months ago were all the top CEOs of tech companies. So we need sort of methods for a broader set of voices to be heard. That needs to come from regulations. It needs to come better organizations from civil society groups, worker organizations, labor organizations. It's not going to be old-style trade unions, but some sort of worker voice is necessary. So we need some sort of institutional framework for a broader set of interests and perspectives to be reflected. And then finally, we argue in the book that you need specific policy. Once you have the institutions and the clearer recognition of what is trying to be achieved, then we need to implement certain specific policies in order to redirect technology, in order to improve better sharing of the gains and so on. So there's much greater uncertainty. We don't know exactly what policies are going to work because technology is very fast moving and there's going to be a reaction and avoidance and loopholes. Some policies are not going to be as effective as you might have thought, but we suggest 6 or 7 policies that could be a first step, and then you have to experiment and see how they work. And I think most of these policies are about creating incentives for redirecting technological change in a more pro-human direction. They're about avoiding some of the existing distortions that make companies opt for too much automation, for example, coming from tax incentives. They're also about creating a better environment for new ideas, new companies to emerge, which means, for example, antitrust, as well as preventing, the business model monetized by individualized digital ads from dominating everything. So, for example, we propose a digital ad tax, among others. Okay, so I take from your answer is that it is possible to redirect the current development of AI, but it's not that simple. How optimistic are you in the ability to redirect AI for shared prosperity? Well, that's a really hard question. I don't know. I mean, I'm obviously not completely pessimistic because otherwise we would not have written the book in the way that we did. But I also recognize that it's not an easy thing. I certainly believe that it would not be possible unless there was some sort of a bipartisan agreement on some of these issues in the United States, bringing Democrats and Republicans together, in Europe, bringing left and right together. But I also think that's actually quite feasible. I think there is greater recognition in the United States and in Europe that, the working people have been left behind. Workers have become less relevant, less prosperous, less benefiting from the gains, and I think that is creating a major social and economic problem. In the United Kingdom, the institutional developments that I mentioned, including democracy and trade unions, they were not independent from a broader recognition by middle class Brits that, the economic system wasn't working for many people, and the condition of England, as they used to call it. So there was a general concern about these issues, and I think we are in the midst of going through a similar general concern in the industrialized world. Very interesting. Thanks a lot, Daron. We are now close to the end of our conversation, but I would like to ask you a final question, important for our audience. I think we have quite a lot of organization leader registered in this specific session.
what would be your advice, if any, to help them to develop artificial intelligence in a way which is both good for their business and long-term growth, but also good for the people and produce shared prosperity? Well, thank you. Let me give 3 responses to that for 3 different types of organizations: civil society, tech companies, and regular business, non-tech businesses. I think for civil society organizations, the key thing is to be really engaged. Create more pathways for your membership and your organizations to have a viewpoint and a voice on AI, because I think the most important choices are going to be around this creating a new narrative, a new set of demands on what we want from technology. I think the tech industry really needs to take up responsibility, social responsibility. I think we have far too long given the tech industry a carte blanche when it comes to social responsibility. They are the creative ones, and then they can create disruption, and that's fine. And I think that's not okay. I think the tech industry needs to take a social responsibility and say, are we putting our effort in the right place? Are we going in a more pro-human direction, or are we, in the name of progress, are we creating havoc and poverty, non-shared prosperity, huge inequality, perhaps, amazing social divisions? And then I think for CEOs, the key in my mind is that as a business, do you see your workers as a cost to be cut or as a key resource to build upon? If it's the former, then you're always going to have a bias towards automation. But I think it's not the right strategy for the long-term health of a company. I cannot imagine any company that would thrive without making the best use of their workers. And that means having demands for the types of tools that would make your workers better, not just eliminate them, not just reduce labor costs. And I think that perspective sounds a small change, but I think it will be transformational for many, many businesses. Interesting. Well, thank you, Professor. I hope you found this discussion interesting. We certainly did. Eric, one last word. Yeah, thanks a lot for joining us today. We really, really encourage our audience to read Power and Progress. And when they will be convinced about the interest of Power and Progress, your other book, Why Nation Fell and The Narrow Corridor. But just maybe a final word, Professor. Are there any resources that you would like to share with our audience before we open our roundtable? Thank you for having me on the program. One resource I'll mention is that, more applied as well as more fundamental research on these topics is the focus of a new initiative we have here at MIT, which I'm co-leading with Simon Johnson and David Otter, the MIT Shaping the Future of Work initiative. And our website has more resources about policies as well as relevant research across a number of domains related. Thanks a lot again. Thank you. Interesting what Professor Acemoglu said, that we feel like AI is just on this fast track. L'IA, ce train que l'on n'arrête plus, et nous n'en sommes qu'au balbutiement. L'idée étant de faire de l'IA quelque chose de plus humain. Quel sujet de réflexion qui nous emmène à la fin de notre dernière table ronde, toujours sur l'intelligence artificielle et les sciences comportementales. On va parler d'espoir et de risque. Nous avons Laura de Molière, qui travaille chez Decision Context. Nous avons Antoine Ferrer. Vous vous souviendrez peut-être de lui. Il était avec nous déjà auparavant. Antoine travaille en risk compliance chez Novartis. Et Stuart Mills, qui est professeur à Leeds University. Il a publié un sujet sur
un livre sur le sujet et nous allons évoquer les espoirs et les risques en matière d'intelligence artificielle et de sciences comportementales. Notre modératrice est Emily Putz qui travaille chez BVA. Antoine également. Bienvenue à vous, Antoine. Nous avons 600 personnes qui se sont inscrites pour cette table ronde. Vous me faites paniquer. 600. Tous à distance, c'est ça? Donc, si vous êtes en France, c'est soit pour le rugby, soit pour l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est pour l'intelligence artificielle. Est-ce que nous avons Laura qui est connectée? Les voilà. Bonjour. Nous ne voulions pas démarrer sans vous, évidemment. Donc, d'abord, un grand merci à vous, Antoine. Antoine ne sait pas pourquoi, mais je vais lui expliquer. L'année dernière, Antoine était ici et a participé à cette conférence, Human Advantage. Il travaille sur de nombreux sujets chez Novartis, l'éthique, la conformité, mais également la mise en place des sciences comportementales chez Novartis, et il fait partie de l'équipe Data Science. L'année dernière, avant la grande accélération de l'IA, il a dit « Oh, l'année prochaine, on devrait parler de données et sciences comportementales. » Donc voilà, tu as été très visionnaire et nous avons suivi tes recommandations. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. La data, mais on parle d'IA depuis, de machine learning, les apprentissages machines. Merci parce que vous avez été visionnaire. C'était peut-être la bonne technique pour être invité à nouveau. Ah oui, voilà. Donc pour revenir l'année prochaine, il va falloir lancer une bonne idée cette année. Donc, IA, sciences comportementales, ce n'est plus juste un mot. Aujourd'hui, c'est une réalité et c'est une réalité qui s'accélère. Certes, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup de peur, de crainte aussi. C'est un sujet qui polarise énormément. On va parler donc d'espoir, on va parler des risques aussi. On aurait pu parler, on pourrait parler de coûts. Voilà, on a décidé de s'en tenir à ce titre, espoir et risque. Donc, on va peut-être démarrer avec les opportunités. Moi, je suis de nature optimiste. Et puis, on évoquera aussi les risques, bien évidemment. Je crois que les risques, il faut les connaître et les comprendre pour les appréhender. Donc, Stuart, vous êtes économiste. Je ne sais pas s'il faut que je regarde l'écran ou s'il faut que je regarde derrière moi. Je vais regarder devant moi. Vous avez récemment écrit un papier sur les opportunités et les risques. Dans ce papier, vous évoquez deux opportunités en matière d'IA et de sciences comportementales. L'IA peut permettre d'identifier de nouveaux schémas, de nouveaux patterns dans les comportements humains et aussi dans de nouvelles situations. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un exemple concret pour essayer de mieux appréhender ces opportunités? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici. Alors oui. Je pense que nous pouvons mieux comprendre les biais grâce à la donnée. Et c'est quelque chose d'assez intuitif, finalement, pour les experts. On a tendance à vouloir cocher la case par défaut dans un fichier en disant il y a un schéma statistique. Alors, oui, mais l'IA, aujourd'hui, est une technologie qui permet de détecter les schémas. Donc, si vous utilisez les deux, eh bien, vous arrivez à la conclusion qu'il y a des choses dans nos comportements où l'IA va pouvoir nous permettre va révéler un certain nombre de choses.
Alors, exemple, utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de regarder la distribution statistique de mots dans le langage naturel et voir quelles sont les associations entre mots. On trouve que en anglais, en tout cas, les termes sexistes, racistes sont souvent associés. Par exemple, alors on sait qu'il existe des biais, évidemment, mais c'est une nouvelle manière d'aller explorer ces biais. On a travaillé sur le langage des années 50, des années 60, pour essayer de voir si il y a une évolution et si ces mots ont tendance à devenir moins discriminatoires dans le langage au fil du temps et des décennies. Il y a d'autres sujets de recherche sur les habitudes. En l'occurrence, les gens qui vont à la salle de sport, et comment ils prennent des habitudes. Si on fait telle ou telle chose, on va former des habitudes de telle manière. Si on fait telle ou telle autre chose, on va décourager les gens qui ont envie d'aller faire du sport. Donc là c'est un domaine extrêmement à la pointe, quelque chose de très récent, mais qui va s'avérer, je pense, être très intéressant. C'est très intéressant. Les sciences comportementales et le sport, la salle de sport, très intéressant. Merci, Stuart. Nous avons un groupe assez éclectique d'experts autour de cette table ronde virtuelle. Laura a beaucoup d'expérience en matière de sciences comportementales et est très passionnée aussi en matière d'IA. Elle a géré l'équipe Behavioral Science au cabinet gouvernemental en Grande-Bretagne. Donc, quelques questions sur le gouvernement britannique. On a évoqué le sujet du gouvernement français. Nous avions un intervenant qui travaille avec le gouvernement. C'était sur le sujet de la démocratie. On n'en est pas là maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Quel est l'impact de l'IA en sciences comportementales et plus particulièrement des actions gouvernementales? J'imagine qu'après 10 années, face à de nombreuses crises, notamment la pandémie, comment cela influence les décisions? Est-ce que cela impacte et influence les décisions? Est-ce que ça impacte les décisions qui sont prises par le gouvernement? Merci beaucoup. Alors, pas pendant 10 ans. J'ai travaillé pour le gouvernement pendant cette période, mais je ne gérais pas l'équipe. Je n'étais pas responsable de l'équipe. Mais merci de m'avoir posé la question. Alors, quelques mots sur moi pour que vous sachiez qui je suis. J'ai toujours eu une pratique un peu différente en matière de sciences comportementales. Je travaille beaucoup sur la partie amont, où on prend souvent des décisions très rapidement, des décisions qui peuvent être extrêmement complexes, avec beaucoup de données ou pas de données du tout, mais toujours dans un environnement où vous êtes sous pression. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de comprendre comment les processus de décision, de prise de décision se déroulent et comment nous pouvons les améliorer en temps de crise et puis de manière plus générale. Donc, je vais partager avec vous 3 types de décisions qui peuvent être améliorées avec des modèles basés sur le langage, les fameux LLM, les Large Language Models. Donc, ce sont des décisions où aujourd'hui on dépend des humains, de la décision humaine, où on a beaucoup de divergences. Donc, on a un sujet, par exemple, le harcèlement dans la rue. Il faut d'abord identifier tous les acteurs qui interviennent.
Donc là, les décisions peuvent être facilitées grâce à l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un exemple très pertinent et auquel on ne pense pas forcément aujourd'hui. Notamment en matière de risques comportementaux, vous prenez une décision pour un vaccin, par exemple, mais il y a énormément de risques qui ne sont pas forcément évidents avant que vous lanciez le vaccin, par exemple. Donc il faut préempter et essayer d'envisager le risque, et c'est là que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle très intéressant en essayant de dérouler les différents scénarios qui pourraient se faire si il arrivait telle ou telle chose. Imaginez, que se passerait-il si Londres était sous l'eau, était inondée? Et l'IA permet d'identifier des scénarios différents pour essayer de mieux les appréhender. Deuxième exemple, où on est dans l'inexactitude. Par exemple, les prises de décision en temps de crise. On pourrait imaginer différents types de stratégies. Imaginons le papier toilette. Voilà, on n'a plus de papier toilette. Que fait-on? Quelles décisions doit-on prendre? Comment est-ce que nous les prenons? C'est un cas de crise avec potentiellement une certaine panique. Donc aujourd'hui, on fait des suppositions en matière de prise de décision. Là aussi, les LLM peuvent jouer un rôle très important. Troisièmement, lorsqu'il y a des arbitrages ou des compromis à faire. Par exemple, le ministère de l'Éducation dit les enfants doivent aller à l'école tard parce qu'ils performent mieux, et puis ça signifie plus de monde dans les trains. Donc pour le ministère des Transports, c'est un problème, donc on ne peut pas avoir autant de monde. Donc lorsque, encore une fois, vous prenez des décisions, les impacts sont parfois mal imaginés, la complexité est mal mesurée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'appliquer l'IA à des process existants pour permettre de meilleures décisions, mais on peut aussi combiner les sciences et les restructurer. Nous n'en sommes pas encore là, mais je crois que là aussi, il y a énormément de choses qui pourraient voir le jour. Quelle passion! Antoine, parlez-nous du monde de l'entreprise. Vous êtes responsable de l'équipe qui travaille aujourd'hui sur les sciences comportementales chez Novartis, nous l'avons dit. Qu'en est-il de l'impact sur l'intelligence artificielle et sur l'intégration? Est-ce que cela a été facile? Est-ce que vous diriez que ça a été une expérience facile? Est-ce que c'était compliqué? Quel a été l'impact chez Novartis? Merci. J'avais préparé quelques réponses, mais là, avec votre question, je ne sais même pas par où commencer. Écoutez, vous avez un prompteur. Oui, c'est vrai. J'essaierai d'être bref et je reviendrai évidemment sur votre question, la question que vous posez entre l'intelligence artificielle, le chevauchement entre l'intelligence artificielle et les sciences comportementales. D'abord, je pense qu'il y a tous les avantages que constitue l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je rebondis sur ce que disait l'intervenant précédent. Je pense qu'il faut réfléchir de manière stratégique quand on parle d'intelligence artificielle. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ou d'organismes publics et privés, pensent que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très opérationnel. Ils regardent l'impact opérationnel. Comment faire la même chose que ce que nous faisons plus vite et mieux. Et si on le fait par ce prisme-là, c'est un prisme purement productif. On parle productivité. Et je pense qu'il y a d'autres approches, des angles plus stratégiques, sociétaux, pour utiliser l'intelligence artificielle pour réinventer la façon de faire le travail et peut-être réorienter la façon de faire les choses avec des objectifs de productivité, certes, mais bien plus. Et donc là, pourquoi est-ce que je réponds cela? Parce qu'il y a bel et bien un lien avec votre question.
Je crois qu'il en est de même pour les sciences comportementales et l'intelligence artificielle. On peut tirer plus de choses de l'intelligence artificielle, des sciences comportementales, prendre des décisions plus rapidement, et tout cela c'est très bien, mais il y a l'angle plus stratégique de l'impact qui est en fait inversé, c'est comment les sciences comportementales peuvent aider l'IA, et non pas dans l'autre sens. Et là, ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure, c'est l'IA avec l'humain. Donc il faut voir comment l'IA peut augmenter, améliorer la prise de décision humaine, des humains, de l'humain. Alors, une fois ceci dit, ceci est dit, on parle bien de décision et de technologie. Si on comprend bien, si nous comprenons comment les décisions sont prises et quels sont les mécanismes de prise des décisions, ensuite on peut construire l'IA autour de cela. Et donc, utiliser les sciences comportementales pour concevoir des solutions artificielles, d'intelligence artificielle, pour qu'elles apportent vraiment un maximum de bénéfices. Stuart, j'imagine que vous partagez certainement ce point de vue. Est-ce que tu souhaites ajouter un certain nombre de choses? On a beaucoup parlé de ce sujet tous les deux, d'automatisation, notamment. On a un certain nombre de lectures communes. Est-ce que tu souhaites réagir aux propos d'Antoine? Alors, effectivement, je vais être d'accord. Used without thinking about it was going to realize productivity gains, and I received a lot of criticism about it. Cela me fait penser à ChatGPT. Je pense qu'on a cette nouvelle technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui nous impressionne beaucoup. Mais bon, il faut accepter, avant toute chose, que nos problèmes ont besoin de technologie pour les résoudre. Et je crois que avant la technologie, il y a bien le comportement. Bon, je peux vous donner des exemples économiques ou d'adoption dans l'histoire de la technologie. Ce que l'on voit, c'est souvent un objectif de productivité et la technologie change la façon de faire les choses pour le mieux. Ça fait des décennies qu'on voit cela. Et je pense que les ordinateurs ont été adoptés dans les années 80 et à un moment donné, les choses ont évolué dans les années 2000 et je pense qu'il faut être réaliste aujourd'hui. Les nouvelles technologies n'apportent pas forcément de nouvelles solutions. Je crois que elles nous forcent à nous poser les bonnes questions, notamment liées au domaine des sciences comportementales et donc du comportement. Je pourrais donner des questions, mais bon, je vais en rester là pour l'instant. Alors j'ai 2-3 questions parce que je voudrais vous parler un peu du risque associé à l'IA. Et j'avais une question pour vous spécifiquement sur la manipulation. Je sais que vous avez créé un autre article scientifique sur le sludge, sur la manipulation. Alors on est bien conscient que l'IA peut aider à apporter de la précision à certaines interventions scientifiques, ce qui est une bonne chose, mais est-ce que ça peut également mener à des manipulations? Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? C'est une bonne question, une question importante.
Il faut bien séparer. Je voudrais découper cette question en plusieurs. D'un point de vue de personnalisation, d'un point de vue scientifique, je crois que l'IA peut effectivement faire ça. Elle peut prédire les préférences et elle est probablement capable aussi de prédire les biais qui sont des éléments de la personnalisation de toute intervention comportementale. Les preuves qu'on a pour l'instant sont encore un peu floues. Je dirais que la prévision des préférences est plus importante que la prévision des biais. Et ça, c'est aux scientifiques de réfléchir aux conséquences de ça. Mais la deuxième façon d'aborder cette question de la manipulation des sciences comportementales, ce sont des questions d'échelle et d'omniprésence de la technologie. Quand le nudge a émergé vers 2008, il y a eu des questions sur l'éthique, la manipulation, la tromperie. Mais à l'époque, la plupart des nudges étaient des interventions physiques. Il y avait énormément de distance entre les architectes et ceux qui faisaient l'expérience de ces nudges. Avec les systèmes qui fonctionnent sur la base de l'IA, avec des systèmes de recommandation, cette distance entre l'architecte et la personne qui fait l'expérience se réduit à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, si on est sur les réseaux sociaux, on est nudgé en permanence. Si on clique sur quelque chose, on est constamment réintroduit dans ces systèmes. Toutes ces données sont constamment réintroduites, réinjectées dans le système. Donc moi je parle de mon point de vue, mais ce dont on parle ici, on parle, je sais pas, de hyper nudge ou quel autre terme vous souhaitez utiliser, qualitativement c'est différent des utilisations de la science comportementale qu'on a pu voir dans le passé. Là, il ne s'agit pas de nudge spécifiques, il s'agit de l'écosystème de l'influence comportementale. Il faut qu'on prenne les choses plus sérieusement. Sinon, les technologies vont se développer sans qu'on puisse arrêter de parler de nudge qui sont en fait dépassés. Voilà, ça c'est mon point de vue, c'est ma position. Donc, et il y a des implications qu'il faut vraiment pouvoir prendre au sérieux. Oui, alors moi je travaille dans un service éthique, risque et conformité. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Et une de nos équipes pense à l'utilisation éthique et responsable de l'IA au sein de l'entreprise et même au sein du secteur plus largement. Parce que on travaille dans un domaine où on a un impact et une influence sur un bien public qui est la santé, donc on a un devoir supplémentaire. Mais cela dit, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez positif qui ressort de tout ça. Je sais que le temps passe et il faut que je laisse les autres s'exprimer, mais notre inquiétude, c'est l'impact de l'IA sur la prise de décision, sur l'éthique de la prise de décision. Peut-être que l'IA sera utilisée pour améliorer les décisions humaines, donc il faudra voir quel impact ça aura sur les décisions humaines. Donc on a fait ce qu'on fait, et chez Novartis, on a la chance de pouvoir faire ça. On a réalisé un essai avec 400 collaborateurs et on leur a présenté différents scénarios, soit générés par une IA, soit générés par un humain. Et on a dit, est-ce que c'est un bon conseil ou un mauvais conseil? Et ce qui est ressorti, je vous donne la punchline tout de suite, c'est que les gens étaient assez bons pour ne pas suivre les conseils de l'IA quand il était mauvais. Donc, dans le scénario qu'on avait donné, on peut peut-être extrapoler, mais on a été assez surpris. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle. Autre enseignement, ils écoutent les conseils de l'IA quand ce sont de bons conseils. Donc, ils ont presque, je sais pas, il y a une espèce de sensation de ce qui peut peut-être fonctionner. Donc, on a cette capacité à juger, est-ce qu'on peut être influencé par l'IA ou pas. Mais vous parliez du risque.
L'autre point, parce qu'on parle toujours du risque humain, l'illusion, mais le défi dans cette expérience, c'est que les gens écoutaient vraiment l'humain, dans le bon sens, mais si l'humain donnait un mauvais conseil, les gens n'y s'y fiaient pas non plus. Donc où est le vrai risque? J'ai trouvé ça assez intéressant. Laura, on a parlé de risque. Je sais que vous avez écrit un article sur la perception du risque dans le grand public et la façon dont on peut permettre plus de transparence. Et ça ne s'est pas encore produit. Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le cas? Oui, évidemment, si on réfléchit au discours public autour de ces questions, un de mes héros en sciences comportementales s'appelle Slovitch. Il a dit que les risques ne sont ni neutres ni objectifs, ils sont en fait politiques. Donc, la politique influe sur la façon dont on évalue et dont on gère le risque. Et je dirais que pour le grand public, il y a très peu de participation sur la façon dont on voit le rapport entre évaluation et gestion du risque. Parce que il existe un sentiment qu'il y a plein de choses sont en train de se produire, alors qu'en fait, il reste encore énormément de décisions à prendre. Comment est-ce qu'on veut gérer l'impact sur le marché du travail, la croissance, qui peut aller à l'encontre de la lutte contre le changement climatique? Comment est-ce qu'on souhaite intégrer l'IA dans nos propres vies? Et de façon encore plus importante, voire aussi importante, des risques qu'il nous faut comprendre et intégrer et dialoguer avec le grand public là-dessus. Un risque à moyen terme, sur les inégalités par exemple, jusqu'à peut-être, c'est moins probable, ou l'espèce de risque catastrophique pour la race humaine d'une façon générale. Et donc, il n'est pas facile de comprendre le rapport des humains face à ces avantages qui sont vraiment façonnés par les géants de la tech, qui sont souvent perçus comme étant positifs. Beaucoup de gens pensent que c'est aussi très risqué, mais ils le voient de façon positive. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est que le grand public, et même nous, on n'a pas vraiment de modèles mentaux pour bien appréhender de quoi il s'agit. Et l'idée qu'on puisse débrancher l'IA quand on parle du risque, c'est une idée qui revient très souvent, ou alors il y a les modèles où les risques associés avec l'IA vont progresser, le fait que ça va être une progression linéaire, c'est-à-dire qu'une IA va mentir de plus en plus en plus, et puis ensuite on va remarquer qu'elle ment, et donc on va la débrancher, ou alors des théories qui disent qu'il n'y aura pas forcément, que ça ne sera peut-être pas de façon linéaire, mais tout d'un coup, si on regarde les structures. Donc, il est très très important qu'on puisse mieux comprendre aussi les risques réels du point de vue de personnes qui ont des valeurs qui sont différentes de ceux qui sont assis dans leur bulle high-tech dans la Silicon Valley. Si vous regardez les Red Teams, j'essaie de trouver en fait qui sont ces gens. Évidemment, c'est un certain profil qui est surreprésenté, et je ne pense pas qu'on ait vraiment un dialogue avec des gens qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, et pour faciliter tout ça, il faut qu'on puisse éduquer, il faut qu'on ait une meilleure conscience, et je crois que les chercheurs en sciences comportementales peuvent servir de pont entre le grand public et ses décisionnaires. Alors, il nous reste 2 minutes, donc je voudrais savoir quelles sont vos recommandations, vos conseils pour que les sciences comportementales puissent plus bénéficier de l'IA. On pourrait poser la question autrement. Comment est-ce que l'IA aide? Enfin, c'est un peu confus ce que je vous dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Antoine. Oui, merci. J'ai déjà dit ce que je pensais. Moi, c'est autant une opportunité qu'un devoir de mieux comprendre pour que l'adoption de l'IA puisse bénéficier à tous.
Donc là, il y a des personnes dans la salle et puis d'autres personnes en ligne, évidemment. Il y a sans doute beaucoup de chercheurs en sciences du comportement. Ne restez pas sur le siège arrière, essayez de passer aux commandes. On ne sait pas si l'impact va être positif ou négatif, ou quel va être l'impact, l'ampleur de l'impact. Donc pour influer là-dessus, il faut être actif et en faire l'expérience soi-même. Ne lisez pas simplement les avis des autres, n'écoutez pas ce que nous vous disons, mais essayez de voir vous-même comment ça marche. Alors je vous coupe. Stuart, vous vouliez ajouter quelque chose? Un conseil peut-être? Ouais, je vais pas vous donner des conseils, ce serait un peu ambitieux. Mais là, on est tous assis là, et puis les autres personnes donnent des avis très intéressants, très éclairants. Mais en fait, cette technologie, en tout cas dans sa forme actuelle, a un impact social extrêmement nouveau. Et en fait, on n'a pas les données, on n'a pas le recul qui nous permettrait vraiment d'en tirer des conclusions sur le changement organisationnel, par exemple. Évidemment, il est très important d'essayer les technologies soi-même, de jouer un peu avec, pour apprendre à la connaître, parce que c'est les gens, les utilisateurs, qui façonnent une technologie en l'utilisant précisément. Et c'est peut-être comme ça qu'on augmente nos chances de faire que l'IA aura une influence positive sur la société. Mais il faut faire attention, parce qu'on n'en sait pas suffisamment pour vraiment avoir des certitudes. Eh bien, on va passer aux questions. Donc, on a une question ici. Question très intéressante. J'aimerais que nos intervenants parlent de la motivation des entreprises ou des gouvernements sur un développement éthique, plutôt que simplement un développement des capacités des IA. Laura, vous voulez prendre cette question? Je crois que la question éthique, c'est probablement Antoine qui est le mieux à même de répondre. Dommage, question éthique. Ouais, ok, je la prends. Donc, je ne parle pas pour l'ensemble de mon entreprise, mais si je parle du point de vue du service pour lequel je travaille, et évidemment, l'entreprise au global existe, mais il y a un exemple qu'on comprend, et c'est d'ailleurs pas ordinaire d'avoir une gouvernance IA dans un service de compliance. Mais nous, dans la santé, on est conscient qu'avec les avancées récentes, ça va devenir incroyablement important. Et quand on a un outil puissant, on veut vraiment comprendre comment il s'utilise et à quoi il sert. Donc c'est pas tellement différent des autres risques auxquels on doit faire face. Je crois que dans le domaine pharmaceutique, on a vraiment intérêt à comprendre comment l'IA peut changer la santé, le diagnostic médical, la façon dont les soins sont délivrés. Donc ce n'est pas simplement une question de réglementation, c'est aussi une anticipation. Et comment est-ce que on reste sur la voie? Parce que nous, évidemment, on marche sur des œufs dans les labos pharmaceutiques. Et il faut vraiment qu'on garde une longueur d'avance sur ce type de choses. Parce qu'il faut cette confiance pour apporter des médicaments, des molécules aux patients. Une autre question, quel rôle voyez-vous pour l'IA dans l'avenir de la science comportementale? Comment pensez-vous que ça va évoluer? Alors ça, c'est une question pour Laura. Comment est-ce que vous voyez votre rôle évoluer? Je peux vous dire là où j'espère que ça va nous mener. Alors, je suis peut-être un petit peu trop optimiste là, mais je dirais qu'au cours de la dernière décennie, les sciences du comportement ont fait des avancées spectaculaires, mais on reste assez cloisonné encore, à la fois dans le type de problème qu'on nous donne à résoudre, et aussi les types de process.
et les données qu'on utilise. Et moi, j'espère qu'à travers l'IA, on va pouvoir commencer à réfléchir un peu en dehors du cadre et à résoudre des problèmes qui ne ressemblent pas à des problèmes de sciences du comportement, mais qui peuvent faire une contribution importante et qu'on puisse étendre nos outils, nos process et nos méthodes grâce à différents types de données et en travaillant avec des data scientists en grande proximité. Donc moi, les idées, par exemple, une interview Kali avec un modèle de langage dans la salle qui peut vous aider à modeler peut-être ou à analyser un texte au fil de l'eau, quelque chose qui n'est pas possible pour un être humain. Donc en termes de recherche, je trouve ça tout à fait passionnant, mais aussi ce qui serait bien, ce serait toute la prise en compte de toutes ces complexités, donc améliorer cette prise en compte des complexités grâce à l'IA. Oui, alors on a entendu dire quand c'était un domaine qui était un peu nouveau dans les politiques publiques ou dans les entreprises, il fallait aller frapper à la porte et puis évangéliser, convaincre les dirigeants de l'importance de cette discipline. Est-ce que vous pensez que l'impact de l'IA va faciliter l'adoption de la science comportementale ou est-ce que c'est encore aussi compliqué qu'à l'époque? Je la tente. Non, allez-y. Non, mais cette question de la façon dont un client des sciences comportementales agit quand on arrive à la fois avec cette science et avec l'IA, c'est probablement nouveau, très nouveau. Je crois que les gens s'intéressent et peut-être à prendre des raccourcis, mais en fait, il n'y a pas forcément des raccourcis si importants que ça, mais on pourra peut-être résoudre des problèmes plus complexes. Mais j'ai aussi la sensation qu'on est arrivé à un moment très bizarre, où pas mal de gens ont un minimum de connaissances sur l'IA, trouvent ça passionnant, et on peut peut-être essayer de deviner ce qui va se passer d'ici à 1 an quand on associera ces deux domaines, mais je ne suis pas tout à fait sûr que les gens vont rester tout aussi passionnés. Et puis il y a les gens qui identifient aussi les risques mentionnés par Stewart, les risques de manipulation, et donc sont inquiets de l'application de cette technologie sur les implications de la science du comportement. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Moi, ce que j'allais dire, et ça aurait peut-être été intéressant dans une précédente table ronde. Alors évidemment, ça reste entre nous, et les 600 personnes qui nous suivent en ligne. Donc, en fait, vous dites que vous êtes un data scientist et qui travaille dans l'IA et que vous faites aussi des sciences comportementales. C'est pour ça qu'on met data et comportemental ensemble, puisque c'est un peu la même chose. On regarde des données, on en fait des inférences. C'est un processus scientifique et l'IA permettra de traiter plus de données, mais au bout du compte, c'est la même chose. Donc c'est le cadrage qui est très important. L'IA est le sujet à la mode en ce moment, évidemment, ça fait le buzz, la data science aussi, et ça peut bénéficier aux sciences du comportement, puisque c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ? Je crois que pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, c'est intéressant cette adoption de l'IA par le secteur privé. Tout le monde piaffe. Mais en fait, il n'y a pas encore tant de données qui existent pour ça. C'est une technologie toute nouvelle. Mais il y a beaucoup de clients du secteur privé qui veulent foncer, investir de façon sérieuse. Alors que les sciences comportementales ne sont pas si nouvelles que ça. Il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de preuves, beaucoup de données qui existent maintenant. Mais est-ce que c'est juste parce que c'est une technologie que les gens trouvent ça incroyable, l'IA, et que... Il y a Stuart qui hoche la tête, là. Ou alors est-ce que les humains sont trop complexes, on se dit, ah, ça va être trop lent, etc. Moi, je crois que les gens voient les choses de façon assez binaire. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur la façon dont tout le monde piaffe pour entrer dans l'IA et beaucoup plus vite qu'il ne ferait sur les sciences comportementales? Pourquoi est-ce que les gens piaffent, là? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans les starting blocks? Ils ont peur de manquer quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi sur la conception d'une interface utilisateur. Moi, j'ai utilisé GPT 18 mois avant que ça commence vraiment à faire le buzz. Et la grosse innovation de l'IA générative, c'est l'interface utilisateur. C'est pas la technologie sous-jacente. Alors, un peu plus techniquement, la technologie sous-jacente de l'IA est en fait pas si nouvelle que ça. C'est vraiment une question d'accessibilité de la technologie. Et donc, si j'ai secoué la tête là en disant que les gens se jettent sur cette technologie sans vraiment savoir à quoi elle sert, il se trouve que j'ai parlé à des dirigeants d'entreprise, j'ai parlé d'IA avec eux, et puis c'est une sorte d'anecdote, une observation. J'ai été inondé de questions sur comment est-ce qu'on peut résoudre des questions administratives ou comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA sans se faire coller un procès aux fesses. Stuart, je suis désolé, on est en train de me dire qu'il faut que j'arrête là. Le prompteur me met la pression. En fait, c'est plus qu'il nous reste plus de temps, c'est qu'on a carrément dépassé la limite. Donc c'est dommage parce que c'était un sujet super intéressant. Je crois que la question de Ted était peut-être un peu trop longue. À mon avis, il joue à un petit jeu avec Antoine, mais bon. En tout cas, merci Stuart, merci Laura, merci Antoine. C'était vraiment super intéressant. Merci pour cette super conférence.